Bonjour chers auditorices, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans ce 7e épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Chaque semaine, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons nous-mêmes ainsi à ce grand travail collectif de transmission. Pour l'épisode de cette semaine, nous entendrons Isabelle Delcroix-Nollet nous raconter son engagement tout au long de sa vie pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, engagement qu'elle poursuit aujourd'hui avec sa société Lead Up. C'est vrai que médiatiser, informer, documenter les discriminations et les violences que subissent les femmes est capital. C'est ce que nous avons fait les semaines précédentes, et c'est ce qui permet à des personnes comme Isabelle Delcroix-Nollet d'aller sur le terrain pour faire bouger les choses. Bonne écoute! Alors moi je suis Isabelle Delcroix-Nollet, j'ai 59 ans, je suis originaire du Nord et depuis plus de 20 ans je m'intéresse à la question de la place des femmes dans la société, plus particulièrement dans le monde économique. C'est un sujet qui m'anime depuis toujours, même depuis que je suis petite je dirais. Puisque j'en ai eu conscience dès 8 ans finalement, dès la cour de la récréation. Donc je vous le dis en passant, mais ça a été quand même un révélateur. D'autant plus que c'est ma grand-mère qui m'a dit « Ma petite fille, quand tu vas grandir, ça va pas s'arranger ». Et ben j'étais à l'époque, il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Et lorsque nous allions au gymnase, nous devions traverser la cour de récréation des garçons. Et un certain nombre de garçons se livraient à des violences à notre égard, c'est-à-dire coups de pied, crachats, insultes, simplement parce que des filles traversaient leur cour. Donc ça m'a complètement interpellée. D'abord la violence, on la vit difficilement. D'autre part que ma meilleure amie, c'était un petit garçon, c'était mon voisin. Et ça se passait super bien, quoi. Et donc, pourquoi cela, enfin, etc. Donc, ça m'a vraiment interpellée très, très jeune. Et je pense que quand on regarde, par exemple, dans les villes, les espaces occupés par les femmes, par les hommes, et dans certaines cités, où les filles n'osent pas aller, ne vont pas, elles n'ont pas accès, je pense que le partage de l'espace public, il est cloisonné, il est discriminant aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fort. Et pourquoi les femmes intègrent que tel endroit est potentiellement dangereux, pourquoi elles ont des stratégies d'évitement ou des stratégies d'accompagnement, enfin elles s'organisent pour. Après il y a quelques-unes qui bravent tout ça et qui ont une certaine force et qui y vont, mais néanmoins c'est loin d'être la majorité. De nombreuses études montrent que parmi les usagers de l'espace public, on compte plus d'hommes. Edith Maruet-Jules, géographe spécialiste des questions de partage de l'espace public, note que dès l'école, les garçons s'approprient les 3/4 de la cour pour jouer. Les sports pratiqués en majorité par des hommes prennent plus de place, comme le foot ou le skateboard par exemple. Et les municipalités renforcent les inégalités, en adaptant l'espace public à ces pratiques. C'est noble de vouloir permettre aux habitants de venir dans la ville, évidemment. Mais on voit encore peu de pistes de danse en pleine ville, alors que c'est tout à fait imaginable. Les urbanistes se posent la question des usages majoritaires sans questionner le genre. Or, ce cheminement intellectuel renforce les inégalités. Et c'est pour amener ces questionnements dans l'entreprise qu'Isabelle Delcroix-Nollet a créé son organisme. Alors, Lead Up, c'est une société qui est exclusivement dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes, que j'ai créée il y a un peu plus de 8 ans, pour justement, après une belle expérience aussi bien dans l'entreprise que pour les services de l'État, en charge de ces politiques publiques. Et donc là, l'idée, c'était d'accompagner le plus grand nombre, mais en priorité quand même les entreprises et aussi maintenant les collectivités, sur ce champ de l'égalité professionnelle. Comment on va lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes qui perdurent malgré une constitution qui prononce l'égalité, etc., malgré des principes, malgré des lois, essayer de comprendre pourquoi ça tarde à se mettre en œuvre. Donc, je déploie des formations, je déploie des outils numériques, finalement pour contribuer à l'évolution et à l'ouverture des champs des possibles, comme on dit, c'est un peu à la mode en ce moment, mais surtout à voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on est complètement conditionné
Et donc, moi, l'idée, c'est d'apporter de la connaissance pour pouvoir dépasser cette construction, puisque ces inégalités relèvent bien d'une construction sociale et non pas du fait de la nature. Et donc, c'est vraiment aussi pour contribuer à ça. Et puis, faire de la prévention des risques, par exemple sur le sexisme, le harcèlement. Donc, on contribue au mieux-être et à la qualité de vie au travail aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez global et on accompagne aussi bien des comités de direction, des chefs d'entreprise que des personnes qui sont opérationnelles. On a vraiment un champ d'action très large, aussi bien pour le milieu universitaire, de la recherche aussi. Enfin voilà, on a des clients, on a de très beaux et très bons clients dans des univers très différents. Alors, on intervient à différents titres. Par exemple, il y a un client pour lequel on accompagne vraiment la progression et on va dire cette progression ancrée avec le maillage pour que le maximum de personnes le prennent. Alors, le démarrage, c'est l'état des lieux, c'est le constat. Et pour mesurer ces inégalités, il y a des chiffres qui sont donnés, il y a des analyses de chiffres et il y a des plans d'action qui sont mis en œuvre ou des accords d'entreprise pour lutter. Une fois qu'on a identifié la problématique, on sait si c'est du recrutement, si c'est des promotions, si c'est des salaires. Voilà, il y a différentes thématiques. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des actions correctrices qui vont viser justement à réduire ces inégalités. Donc après, il y a on fait des formations, ça dépend. Je veux dire, une fois que le diagnostic, les entreprises aussi, elles sont quand même assez importantes et donc elles disposent en interne aussi de ressources. Alors, quand on fait appel à moi, on a bien souvent déjà identifié et travaillé sur le sujet. Simplement, on cherche des ressources externes. On cherche une autre façon de faire aussi, c'est ça. Donc, on vient chercher des ressources. Après, il arrive aussi qu'on travaille sur un champ plus large, par exemple sur le management inclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des nouvelles compétences, donc de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a aussi le champ de la diversité, mais les mécanismes d'exclusion et de discrimination sont les mêmes, de toute façon. Une fois qu'on a compris l'un, on voit qu'on peut agir pour l'autre. Et c'est des nouveaux savoirs aussi pour les managers. Donc ça, c'est hyper important. Et les nouvelles générations, il y a des nouvelles attentes aussi là-dessus. Je dirais que même aussi bien des hommes que des femmes. Les deux sont aussi en attente. Donc c'est très variable, mais déjà on est souvent engagé sur le sujet, mais on peine un peu à trouver des façons de traiter le sujet. C'est un sujet où on est quand même toujours mal à l'aise avec. Donc moi je les mets à l'aise. Je les déculpabilise et puis je leur dis qu'il y a des solutions et que c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on a compris le système, comment ça fonctionne. Quel est votre parcours ? Alors, moi, j'ai 3 carrières professionnelles. J'ai eu plus de 20 ans dans la grande entreprise, dans le domaine de l'assurance. Alors, pourquoi l'assurance ? C'est un peu le hasard parce que j'avais fait du droit pour lutter contre les inégalités. Je suis pas devenue Gisèle Halimi, malheureusement, mais bon. Et je me suis retrouvée dans le métier du droit, mais du droit des assurances. Donc, je travaillais pendant plus de 20 ans. Néanmoins, cette question d'égalité m'a toujours sensibilisée, interpellée. Et au sein de cette entreprise, dans les années 2000, j'ai travaillé sur un grand projet qu'on appelait à l'époque Mutuelle pour essayer de comprendre où était ce fameux plafond de verre. Pourquoi dans une entreprise où il y avait 2 tiers de femmes et seulement 1 tiers d'hommes, pourquoi dans l'encadrement il y avait 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes? Donc j'ai travaillé dans ce groupe projet pendant plus de 5 ans. J'ai mené plein d'actions avec des partenaires publics pour sensibiliser l'encadrement. Et là, on a beaucoup travaillé sur les freins, on va dire, endogènes des femmes et des hommes. Finalement, les stéréotypes et les préjugés, comment on fonctionne, mais aussi sur les freins liés à la structure même de l'entreprise. Les process RH, les process de promotion, pourquoi on a un système qui finalement va écarter telle ou telle catégorie, en l'occurrence, on avait pas mal de jeunes femmes diplômées qui arrivaient, mais si elles faisaient la procédure, la hiérarchie pour évoluer, elles allaient mettre 15 ans, alors qu'elles avaient le potentiel pour accéder plus vite. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur comment on fonctionne en interne. Donc, vraiment, la synergie entre les individus, les freins liés, par exemple, aux recruteurs, ou moi, en tant que manager, comment j'évalue mes collaborateurs, collaboratrices, mais aussi moi en tant que salarié, comment je me positionne, est-ce que je me sens légitime, est-ce que je m'auto-censure, est-ce que j'y vais, mais avec ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire avec tous les freins qui vont me faire sous-performer alors que j'ai les compétences, etc. Donc ça, c'était très très intéressant et j'ai repris un cursus d'une année à la Sorbonne sur tous ces sujets, grâce à cette entreprise aussi. Donc, et puis
avant, j'avais aussi travaillé sur ce sujet via le monde syndical. Et donc, quand j'ai intégré ce sujet, je le connaissais bien plus que les entreprises à l'époque. Donc ça remonte aux années 2000, même avant. Donc c'est un sujet qui m'a toujours animée et à chaque fois, ça a été un fil conducteur dans ma carrière. Et donc, après avoir travaillé à peu près 5 ans sur ce sujet, en ayant repris des études, un moment, voilà, j'ai quitté l'entreprise pour travailler pour les services de l'État en tant que directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, donc nommée par le ministre. Et là, le champ beaucoup plus large puisque c'est plus seulement l'égalité professionnelle, mais c'est l'orientation des jeunes filles, c'est l'égalité professionnelle, c'est l'entrepreneuriat féminin. C'est encore un vrai sujet, ça. Pourquoi il y a beaucoup moins de femmes qui entreprennent? On dit 30%, mais en réalité, 30%, si on compte juste le petit emploi qu'on se crée soi-même, quoi. Sinon, c'est plutôt dans les 10%. Et aussi tout le champ de lutte contre les violences. Et là, je l'ai vraiment découvert dans les services de l'État, où il y a des plans de prévention, donc les violences conjugales, les violences coutumières, mariage forcé, mutilation sexuelle, et aussi ces mariages forcés, etc. quoi. Donc tout ce champ, et puis les violences dans le milieu professionnel, harcèlement, sexisme, etc. Donc j'avais vraiment un champ très très large, hyper intéressant, hyper compliqué aussi, hein, parfois, voilà. Et puis on a construit, notamment à l'époque avec la région, avec Pierre de Saint-Ignon, sur ces sujets de l'entrepreneuriat féminin qui me tenait beaucoup à cœur, sur cette question de comment finalement les femmes vont gagner en autonomie. L'idée, c'est pas les aider, enfin voilà, c'est bien quand elles sont en difficulté d'urgence, mais comment leur faire prendre conscience qu'elles ont tout le potentiel, hein, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, et on a beaucoup, enfin moi, ma ligne directrice, c'était vraiment celle-là, quoi. Et enfin, lead up. Hein, au bout de tout ça, l'âge avançant, ayant envie d'avoir les coups des franches, hein, pour être très clair, connaissant l'entreprise comme ça dans les services publics, j'ai créé Lead Up et j'en suis très très heureuse tous les matins. Hein, et je vois, parce que là, ça fait quand même 8 ans qu'elle est créée, et je vois une maturité quand même aujourd'hui beaucoup plus grande que même il y a 8 ans. Pourtant 8 ans, c'était hier, quoi. Mais il y a une vraie évolution, une vraie prise de conscience, je dirais, de la société civile. Vraiment, on voit une grosse avancée, même si les lois ont avancé, mais les lois, c'est jamais suffisant de toute façon. C'est bien, mais c'est le point de départ, mais c'est pas suffisant. Ah oui, vraiment dans la prise de conscience. Et même le fait de travailler sur la question du sexisme et du harcèlement sexuel. Le sexisme, avant, ça faisait partie du paysage normal. Les petites blagues, les couper la parole, etc. Enfin, tout ce qui était finalement ce dénigrement où finalement les femmes étaient soit considérées un peu comme soit des objets sexuels ou soit un peu des écervelées ou forcément moins intelligentes. Donc on avait vraiment un rapport aux femmes. On n'avait pas un rapport à une professionnelle, on avait d'abord un rapport aux femmes quand on traitait avec une professionnelle. Donc les femmes en ont beaucoup plus conscience, les hommes ont aussi peut-être envie que ça change, peut-être en regardant leurs filles ou leurs femmes aussi, en se rendant compte des choses. Il y a une prise de conscience qui s'est vraiment opérée. Moi, je pense que le mouvement MeToo a été un vrai révélateur. Et ça, on l'a vraiment senti. Donc, je pense qu'on est sur une conjonction, on dit d'alignement des planètes, et je pense qu'il y a vraiment un courant là qui est porteur, qui est favorable. Toujours en étant conscience que il y a aussi des effets de mode là-dessus, il y en a qui récupèrent, comme on voit dans la com, etc. Mais bon, globalement, moi, je suis assez positive et optimiste quand même là-dessus, quoi. Effectivement, comme le souligne Isabelle Delcroix-Nollet, du chemin a été parcouru vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il y a encore beaucoup de combats à mener. J'ai demandé comment les femmes pouvaient se soutenir, créer une sororité ou une adelphité avec l'ensemble des personnes autour d'elles. Alors là, c'est un peu la question des réseaux, je vais dire, des réseaux que vous pensez, qu'est-ce que les femmes peuvent faire entre elles. Alors, les femmes se sont toujours épaulées.
On a plutôt eu tendance à montrer des rivalités de femmes, mais depuis toujours, les femmes se sont épaulées. Ça, c'est évident, quoi, hein, de façon intergénérationnelle ou entre amis, etc. Donc ça a toujours existé. On en a moins parlé. Alors ça s'est organisé aussi de façon plus formelle à travers des réseaux de femmes, avec il y a par exemple FCE, l'association de femmes chefs d'entreprise, auquel aussi j'ai adhéré. Il y a BPW, qui est Business Professional Women, qui est une association internationale, qui est une ONG, auquel j'étais présidente aussi de cette association, où les femmes se réunissent entre elles et apprennent finalement. Et aussi bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais, hein, je vous parlais dans le monde des assurances, c'est un grand réseau qu'on a créé pour travailler sur ces sujets, notamment du plafond de verre. Et c'était pas quelque chose de hiérarchisé, etc. Ça a vraiment été un réseau transversal où composé à 80% de femmes et 20% d'hommes aussi quand même, sur lequel on a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de propositions, on a pu expérimenter. Donc ça existe. C'est bien. Moi, je conseille toujours, notamment quand je travaille avec des étudiants, de rejoindre des réseaux parce que on peut apprendre, on peut expérimenter. Et souvent, quand on parlait des déficits de carrière des hommes et des femmes, les femmes souvent pointaient qu'elles n'avaient pas de réseau et surtout qu'elles ne prenaient pas le temps d'entretenir leur réseau. Quand vous êtes pressé de rentrer chez vous pour récupérer les enfants, faire la cuisine et compagnie, c'est pas là que vous allez faire les bonnes rencontres. Donc le fait d'organiser ces réseaux, c'est fort. Il y a aussi ce qu'on appelle le mentorat, hein, qui est aussi ce genre de choses, donc avec une visée d'évolution professionnelle, qui est aussi intéressante. Donc ça existe de façon formelle, de façon informelle, mais on ne valorise pas. On a plutôt tendance à montrer des rivalités ou des choses comme ça. Donc c'est plus, je sais pas, ça entretient plus les préjugés et autre chose. Mais en tout cas, moi je vous assure que j'ai rencontré ces réseaux, j'y ai participé et que c'est une très belle expérience. Donc c'est pas la guerre des égos. C'est voilà comment on va pouvoir faire, parce que en réalité c'est encore des débroussailleuses, hein, c'est encore des pionnières malgré tout quand on voit dans le champ artistique et finalement voilà, donc il faut y aller, on y va ensemble, etc. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de témoignages d'hommes qui me disaient j'adore travailler avec des femmes parce qu'on n'est pas dans la guerre des égos, et donc on travaille, ça avance, on est là pour bosser ensemble et ça avance bien, quoi. Et il y a aussi des hommes qui aimeraient ne pas être dans la lutte ou la compétition et obligatoirement, voilà, comme vous le dites. Donc c'est une autre façon de faire. Avant de terminer cet entretien, je voulais avoir plus de détails sur la formation que propose Isabelle Delcroix-Nollet. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, dans l'approche de la formation, je voulais vraiment une approche qui soit surtout déculpabilisante, qui soit une bouffée d'oxygène. Enfin, lead up, ça veut dire soulever la paupière ou soulever le couvercle, hein. Donc déjà, ça signifie beaucoup de choses. Et donc, je m'étais dit, comment faire passer le message de la façon la plus simple, la plus agréable et que les gens aient envie d'apprendre. Et donc, je suis repartie de l'idée que le premier mode d'apprentissage, c'est le jeu. L'enfant apprend par le jeu. Et donc, on a créé, hein, parce que oui, c'est vrai, j'en parle pas, mais on a créé un serious game qui est vraiment un outil pédagogique avec des vrais jeux vidéo que tout le monde connaît et que nous, on a transposé sur des problématiques d'égalité professionnelle. Et donc, on a sur notre parcours donc une première étape qui est une sorte de quiz de prise de conscience sur les inégalités, qui est une sorte de qui veut gagner des millions, mais nous, on appelle ça qui veut gagner des cerveaux. Voilà, c'est une petite. Et ensuite, on a un Tamagotchi où on voit qu'on peut avoir une petite fille ou un petit garçon qui va faire des expériences, c'est-à-dire qu'il va avoir des jeux, qui va avoir des activités, et cet enfant, on fait ce choix. Donc, vous avez le droit de choisir les activités, les jouets que vous donnez à votre enfant. Et à la fin, il y a quelque chose qui s'éclaire, là, un peu comme à la foire, une grande lumière. Et on voit qu'en fonction des expériences diverses, les ouvertures vers différents métiers apparaissent, quoi. Donc, on est là-dessus. Ensuite, on a aussi une partie qui est sur l'articulation des temps de vie et la difficulté de tout faire, de tout concilier. Et là, on s'est inspiré du Candy Crush, avec non plus les bonbons des couleurs. Nous, on a mis les tâches à accomplir, tout ce qu'on doit faire dans la journée. Mais c'est très scientifique parce que c'est les tâches selon l'INSEE, c'est-à-dire tout ce qui est physiologique, mais ce qui est social, ce qui est travail, ce qui est santé, etc. Et donc, vous jouez comme votre Candy Crush. Et au bout d'un moment, comme dans la vraie vie, ça se bloque parce qu'on peut pas tout faire. Et quand ça se bloque, il y a des jokers et c'est des solutions à mettre en place, etc. Donc ça. Et notre dernier, c'est le plafond de verre. Et là, c'est un casse-brique.
Et donc, le casse-brique, on essaie de trouver, et puis à chaque fois, il y a des solutions. Donc, oser les réseaux, oser demander, oser échanger, enfin, etc. Donc là, c'est plus sur le leadership au féminin et sur la sororité, puisque qu'est-ce qu'on peut faire entre nous, et voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil, d'ailleurs, qui a été soutenu par Picta Novo, expérience interactive, et on est les seuls à faire ça. Donc, on fait des ateliers interactifs. Finalement, c'est des ateliers de créativité. C'est-à-dire comment on va réfléchir, mais on sort, on joue, et finalement, on est en créativité. Et on joue plus, c'est obligatoire, cette loi sur le ta-ta-ta-ta, etc. Donc, c'est vraiment l'approche ludique qui était pour moi très, très importante, et aussi qui fait qu'on vient nous chercher sur des choses différentes. Par exemple, au siège de la Caisse d'épargne à Paris, on avait fait toute une journée avec nos outils numériques, avec des petits stands, les gens venaient jouer, venaient expérimenter pour échanger là-dessus, quoi. Il me semble important que des acteurs privés s'ajoutent à l'action publique. Isabelle Delcroix-Nollet a cette force qu'elle a connue les deux mondes et peut donc agir puissamment pour l'égalité. Ah bah déjà, là je l'ai créé, il a fallu un budget important, j'aurais jamais eu ce budget, moi j'ai investi, j'ai été soutenue, j'ai investi mon argent personnel, il y a eu de l'argent dans le cadre de la création d'entreprise, parce que je suis passée par l'école des mines, par l'incubateur, donc j'ai eu de l'argent un peu pour le prototype, mais après c'est mon argent, j'ai emprunté, et pour créer, j'aurais pas jamais pu faire ça, enfin, des fois il y a des appels à projets, mais en tout cas, j'avais pas l'enveloppe pour le faire, et puis bon, on a toujours des orientations, quoi. Voilà, donc j'avais pas dans ma mission créé un outil pédagogique pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc de ce fait, il n'est pas à disposition. C'est pas un outil public. Je l'utilise avec mes clients, et voilà. Mais c'est très accessible. Moi, je suis allée dans un incubateur. Donc, voilà, c'est assez genré, hein, l'école des mines. Donc moi, je voulais un volet scientifique et techno à ma création d'entreprise. Et j'étais vraiment dans un accompagnement start-up, etc., quoi. Non, on était très, très peu. Et y a-t-il une femme que vous voulez nous présenter ? Ah ben si. J'ai Zaya Ziwani, chef d'orchestre, et c'est une histoire assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle a tout un parcours. Elle voulait devenir chef d'orchestre, mais il n'y avait pas de femme chef d'orchestre, et elle vient d'un milieu où il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas forcément de musicien, et elle a fait sa carrière finalement, elle a réussi en créant son orchestre. Et donc j'ai lu ça dernièrement et j'ai noté son nom, et ça doit être Zaya Ziwani, je le redis, et j'ai noté rôle modèle pour le leadership, parce que c'est-à-dire que quand ce qu'on veut faire n'existe pas, il faut le créer. Moi, je voulais créer un jeu qui n'existait pas, je l'ai créé. Et vraiment, ne jamais baisser les bras, avoir le rêve le plus grand possible, c'est ce que je dis toujours, parce que la vie nous met des obstacles. Alors s'il est minus, vous allez vite le perdre de vue, alors n'ayez pas peur, voilà, et il y a finalement, l'histoire regorge de femmes inspirantes. Quand on voit l'histoire de Marie Curie et des filles de Marie Curie, là il y a un livre qui vient de sortir là-dessus, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, les histoires de femmes. Il y en a plein, on ne les connaît pas assez. Super, eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Cet épisode est désormais terminé. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté, et un immense merci à Isabelle Delcroix-Nollet d'avoir témoigné à ce micro. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu, et qui pourtant ont accepté de témoigner. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads, et d'autres de Francine Cocampo, de Dixit Talkers. Vous pouvez écouter sa musique sur les plateformes musicales. Son deuxième album est sorti le 16 septembre 2021. Pour cette émission, je tiens à remercier le collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet. Toutes les actions Matrimoine sont à retrouver sur leur Facebook. Merci également à HF Île-de-France pour leur définition du matrimoine. Très claire, tellement claire que je la cite en introduction. Allez, à samedi prochain pour le prochain épisode.